celui qui nous conteste principalement la terre, c'est pas Ishmaël, mais c'est d'abord Avimelech. Roi des Philistins. Le roi des Philistins. Son royaume, c'est Grar. Grar, aujourd'hui, c'est Gaza. Et puis, il vient et il dit, mais je vais te faire une faveur, mon pays est devant toi. Alors que c'est lui l'envahisseur. Les Palestiniens, comme on dit aujourd'hui, mais c'est les Philistins de l'époque, eh ben, ils venaient pas du tout de la région. Ce sont des envahisseurs qui venaient de Crète ou telle île, peu importe. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec aujourd'hui comme thème en cette semaine de Pessah, ce que la Haggadah, le récit de la sortie d'Égypte qui est lu au soir du Seder de Pessah, que dit-elle sur les ennemis d'Israël? Pour en parler avec nous dans le studio, Chaim Rothenberg. Chaim, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes expert en informatique de profession, vous êtes enseignant de Torah et aussi un disciple de longue date du Rav Léon Ashkenazi Manitou, que vous avez connu de près en France tout d'abord avant de faire votre alia en Israël dans les années 70. Et puis vous avez, dans la dernière décennie, publié jusqu'à aujourd'hui, une douzaine d'ouvrages fondamentaux en hébreu, transcrivant par thème les cours de Manitou sur le Midrash, ainsi que 3 volumes supplémentaires sur le sens de la prière juive. Des publications qui continuent de susciter jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, un grand intérêt dans le public israélien, religieux ou moins religieux. Alors, en ce qui concerne notre sujet, il y a un passage dans le début de la Haggadah qui est récité le soir du Seder, qui est connu de tous, et qui est sous forme de chant, qui s'appelle Vaï She'amdam, et qui évoque la présence constante dans l'histoire hébraïque et puis ensuite juive d'ennemis. Alors, ce passage est connu, il dit ceci: ce n'est pas un seul ennemi qui s'est levé contre nous et nos pères pour nous exterminer, mais à chaque génération, d'autres ennemis se dressent pour nous exterminer. Et puis, le chant se termine de manière optimiste en disant et en fait, le Saint béni soit-il nous délivre de leurs mains à chaque fois. Alors, c'est donc, si on peut prendre les choses au départ, qu'après Lavan, qui était l'oncle de Yaakov, chez qui il s'était réfugié après sa querelle avec Esav sous l'invitation de sa mère Rivka, eh bien c'est que dans la Haggadah, on voit que ce Lavan voulait Laakor et Takol, c'est-à-dire il voulait tout exterminer. Il existe donc dans, la Torah écrite, évidemment, ses commentaires ultérieurs, des références sur le fait que Israël, enfin l'identité hébraïque, a ses ennemis à l'intérieur de sa propre famille, mais aussi à l'extérieur. Alors comment on peut s'y retrouver dans tout ça? Eh bien, je vais d'abord rappeler un enseignement, un schéma d'enseignement, je dirais, que Manitou Zichrono Livracha a donné. Je pense qu'il le tenait de son maître, d'ailleurs, Jacob Gordin. Et qui est très, très fécond pour justement comprendre un peu de ce qui se passe dans les récits de la Bible, mais aussi de notre jour. Manitou disait qu'à chaque génération, on a affaire à 2 types différents de contestation. L'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur qui est plutôt, non pas quelqu'un qui voudrait a priori éliminé complètement, mais qui se prétend être Israël à la place d'Israël. Alors, justement, en parlant de Yaakov, on a les deux personnages-là. Lavan, qui est l'ennemi extérieur, et l'ennemi intérieur, ou disons plutôt celui qui est en compétition, qui voudrait bien être à la place c'est Ésaü. Et ce schéma, Manitou le montrait à propos de chacune des générations. Depuis Abraham. Alors Abraham, l'ennemi extérieur, c'est Nimrod. L'ennemi intérieur, ou celui qui est en compétition, disons, c'est Lot, son neveu. De Lot va sortir Ammon et Moab, 2 peuplades avec lesquelles on a affaire. Celui qui connaît un peu les récits de la Bible sait que ce sont 2 ennemis d'Israël. Voilà. Des ennemis géopolitiques, d'ailleurs. Oui. À l'époque, donc à la jeune génération Isaac, l'ennemi d'Isaac, c'est Avimelech. Et celui qui est en compétition avec lui, c'est Ishmaël. Dans la famille. Donc on a toujours un dans la famille et un à l'extérieur. Et puis, rajouter Manitou, au temps où on revient d'exil, il y en a un autre qui apparaît, qui veut nous empêcher de revenir, c'est Amalek. Et Amalek apparaît, mais
en dehors du fait qu'il veuille nous empêcher de rentrer chez nous, avec lui apparaissent aussi tous ceux qu'on a rencontrés avant. Donc, toutes ces contestations ou toutes ces oppositions, finalement, de nos jours, on les retrouve aussi. On les retrouve aussi. Donc, il faut effectivement savoir, là, identifier qui est qui, quel est le rôle de chacun, quelle est la prétention de chacun. Et par exemple, quand la Torah nous parle de l'alliance au niveau de Yaakov, puisque c'est de ça dont on a parlé il y a 2-3 minutes, eh bien, il faut savoir que Ésaü, par exemple, a fait une alliance avec Ishmaël. Et que cette alliance-là, elle a un but, c'est que les deux ensemble veulent être le remplaçant d'Israël. Alors, Ésaü, on le connaît bien, parce que c'est, dans la typologie du Midrash, c'est le père des nations chrétiennes aujourd'hui, de l'Occident. Et la prétention de l'Église d'être le Vérus Israël à la place d'Israël, mais il faut savoir que ce Vérus Israël-là a une alliance objective, comme diraient les théoriciens marxistes un peu, avec Ishmaël. Alors qu'on dirait, beaucoup de gens diraient, aujourd'hui il y a une opposition à l'Occident entre l'islam et puis l'Occident. Oui, mais ça c'est un problème interne entre les deux. Mais vis-à-vis d'Israël, ils sont bien d'accord. Il y a une alliance objective. Voilà. Ça. Donc c'est un schéma qui est très fréquent. Alors, ces ennemis dont on parle, puisqu'on va essayer petit à petit d'aboutir à la situation d'aujourd'hui, avec les références de la sagesse hébraïque, mais ces ennemis s'en prennent à Israël dans les grandes catégories, je dirais, vu de loin, à la fois pendant les périodes d'exil, c'est ce que certains historiens, à tort plus qu'à raison, ont appelé l'antisémitisme ou l'antijudaïsme, alors que nous savons par ailleurs que depuis le départ et depuis les origines, et y compris dans les périodes de l'exil, le véritable antisémitisme, c'est l'antisionisme, c'est-à-dire c'est une manière de s'opposer à la nation hébraïque qui a droit à sa terre et qui attend de retourner sur sa terre. Et on retrouve ça à toutes sortes d'époques. Entre cet anti-israélisme, anti-sionisme de l'exil et l'anti-sionisme d'aujourd'hui. Oui, moi je crois, il y a toujours un problème, parce que les gens disent antisémites, mais les Arabes sont des sémites aussi. Oui, c'est pour ça que c'est un peu anachronique. Inexact, oui. Un peu anachronique. Manitou, lui, disait que finalement, il y a une opposition à cette certaine manière d'être homme qui se nomme Israël. On ne veut pas de cet Israël-là sur la terre. On veut l'empêcher par tous les moyens de finalement remplir sa mission. Et pourquoi ? Parce que si Israël remplit sa mission et réussit, alors ceux qui n'ont pas voulu être Israël, parce que comme on se souvient que ça, même si ça peut paraître un peu étrange, eh bien, quand la Torah a été donnée, elle a d'abord été proposée à toutes les nations, avant d'être proposée à Israël. Donc, a priori, ils auraient pu. Et finalement, ils ont chacun trouvé une bonne raison, entre guillemets, pour refuser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement que ce pari qu'a fait Israël, eux, ils ne sont pas prêts à le faire. Alors si Israël réussit, ça veut dire quoi d'eux ? Donc il y a cette opposition naturelle. Et cette opposition naturelle, elle prend différents aspects. À chaque génération, il y a une bonne raison, entre guillemets, de s'opposer. Alors, pendant l'exil, on s'oppose à quoi ? Au retour. Et puis une fois que le retour a eu lieu, on va plus s'opposer au retour puisqu'il a eu lieu, on va s'opposer au fait même. Donc ce qui gêne, c'est la présence même d'Israël sur sa terre. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, voilà, si Israël réussit, nous on est quoi ? C'est-à-dire qu'ils sont hors course. On est hors course. Alors d'après la Torah écrite et ses commentaires, et puis aussi l'immense panorama de la Torah orale et des commentaires, est-ce qu'on peut affirmer que les ennemis d'Israël ont dès le départ, c'est ce que vous avez commencé à définir, dès le départ de notre histoire, ont affiché donc une sorte d'antisionisme originel, qui est en fait une opposition à la notion de nation hébraïque, d'identité hébraïque, donc comme on disait, sur la terre donnée par le Créateur. Et finalement, c'est ça qui a conditionné, au travers dans l'histoire, certaines formes de l'antisémitisme, ce mot ambigu, classique, contre un certain judaïsme, ce qu'on appelait donc, et contre la religion juive. Mais finalement, cet aspect-là est non pas secondaire, mais il est comme une écorce extérieure du véritable... Si on parle de Pessah, on peut se poser une question. Il y a eu les 10 plaies. La 10e, Pharaon cède.
il renvoie le peuple, et puis 3 jours après, Il se ravise. il se ravise. Mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, Illogique. illogique, irrationnel complètement, enfin, ça lui suffit pas. Et puis il court avec toute son armée, il espère quoi ? De son point de vue, il espère quoi ? Récupérer ses anciens esclaves ? Mais il les a libérés. Les anéantir ? Faire quoi ? Je veux dire, on tombe dans un aspect irrationnel des choses. Et cet aspect irrationnel des choses, finalement, amène à des comportements, des fois qu'on trouve, je ne veux même pas dire le mot étrange, mais enfin, on se pose des questions. Enfin, vous n'apprenez rien de l'histoire, vous ne voyez pas que ça ne marche pas, vous ne voyez pas qu'à chaque fois ça a échoué. Enfin, on sort de Pourim. Voilà encore une histoire. Ces nations-là, qu'est-ce qu'ils ont appris de cette histoire-là, finalement ? Eh bien, il semblerait qu'il y a cette haine aveugle qui les empêche de voir. Et d'ailleurs, il y a un midrash très, très célèbre qui explique le mot Sinaï, là où on a reçu la Torah, comme Yarda Sina Laolam. La haine. La haine est descendue sur le monde. La haine de qui ? La haine d'Israël. Pourquoi ? Encore une fois. Parce que cette acceptation a priori par Israël, d'être le véhicule de la révélation, et non seulement d'être le véhicule de la révélation, mais d'être aussi capable de forger sa propre société sur une base morale. Alors, aujourd'hui, quand on parle de base morale, par exemple, politique, ça fait rire tout le monde. La politique, c'est des intérêts, comme De Gaulle avait dit. En politique, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas de morale. Mais c'est quoi l'exigence d'Israël ? C'est que la politique soit morale. Alors ça colle pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors, c'est pas possible que Tsahal ne se comporte pas comme toutes les autres armées du monde, ça en arrive jusque-là. Et si Tsahal se comporte différemment des autres armées du monde, on va l'accuser quand même de tous les maux, de toutes les pires saloperies que toutes les armées du monde font quand elles font la guerre. Et puis c'est évident que, non, c'est pas évident que du tout. Justement, c'est là que, et c'est cette haine aveugle, à mon sens, qui pose vraiment problème. D'où ça vient ? Alors concrètement, puisque le but de notre entretien, c'est d'arriver avec ces catégories-là, cette compréhension large-là, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Alors concrètement, aujourd'hui, dans le contexte de la guerre actuelle, avec ses hauts et ses bas, comment pourrait-on classer, avec ces références, non pas seulement bibliques, mais de sagesse hébraïque, comment pourrait-on classer les différents ennemis qui s'affrontent à Israël ? Tout d'abord le Hamas, c'est le djihad islamique, l'ennemi iranien qui a passé alliance avec eux, et cet ennemi iranien, il a ses propres satellites chiites, le Hezbollah au Liban, la milice chiite en Syrie, en Irak, et aussi au Yémen, les Houthis. Alors, comment dans ce kaléidoscope d'ennemis, qui est d'ailleurs assez inquiétant, comment on peut classer les uns et les autres ? Alors, qu'est-ce que serait le Hamas ? Qu'est-ce que serait l'Iran ? Ils ont tous un point commun, cette haine, c'est celle de Amalek, puisque c'est Amalek qui s'est dressé le premier contre Israël. Comment on peut faire un peu de l'ordre dans cette géopolitique des ennemis d'Israël ? Alors faire de l'ordre, c'est un peu complexe, effectivement. Ambitieux. Oui, mais encore une fois, il faut garder en tête certains principes. Alors, on a l'habitude de dire, l'ennemi d'Israël ici, aujourd'hui, le Hamas, c'est Ishmaël. C'est ce qu'on entend de manière très, très, très fréquente. Que les gens croient. Que ce soit Ishmaël, parce que ce sont des musulmans. Alors effectivement, il y a les sunnites et les chiites. Entre nous, les chiites n'en ont rien à faire des sunnites et vice-versa. Mais Manitou a plus d'une fois dit qu'il faut faire très attention parce que celui qui nous conteste principalement la terre, c'est pas Ishmaël, même si effectivement il y a des références qui le montrent d'une certaine manière, mais c'est d'abord Avimelech. Roi des Philistins. Le roi des Philistins. Son royaume, c'est Grar. Grar, aujourd'hui, c'est Gaza. C'est pas très compliqué à situer. Et c'est lui qui, comme on dit ça en français, là, sa chutzpah, il n'y a pas de mot pour traduire. Oui, c'est même plus que du toupet, c'est... Son effronterie. Effronterie, voilà. Dit à Abraham, Artsi lefanai.
Lefanecha. Mon peuple, ma terre est devant toi. Alors que c'est lui l'envahisseur. Les Palestiniens, comme on dit aujourd'hui, mais c'est les Philistins de l'époque. D'ailleurs, ils se réclament aujourd'hui de ces Philistins-là, de ces Cananéens. De l'époque, oui. Eh ben, ils venaient pas du tout de la région. Ce sont des envahisseurs qui venaient de Crète ou de telle ou telle île, peu importe. Donc, ils étaient là en tant qu'envahisseurs. Et puis, il vient et il dit, mais je vais te faire une faveur. Mon pays est devant toi. Mais Avram ne répond pas. Mm-hmm. C'est très surprenant. Par contre, avec son fils Yitzhak, quand il lui refait le coup, Yitzhak, lui, il tient bien. Il se dresse. Pourquoi? Et comment on le voit? Ces Philistins en question avaient rebouché les puits d'eau que Avram avait creusé pour donner de l'eau à tout le monde. Ben voilà, on préfère mourir de soif. L'essentiel, c'est que vous aussi, vous n'ayez pas à boire. Yitzhak recreuse les puits, et puis il y a la nouvelle querelle avec ce Avimelech en question. Mais Yitzhak tient bon. Donc on pourrait dire, d'une certaine manière, le Hamas... C'est plutôt la composante Avimelech. Sauf que ce Avimelech, entre-temps, il a adopté l'islam comme religion. Donc, il a une alliance avec Ishmaël. Et ayant cette alliance avec Ishmaël, eh bien, effectivement, il va importer dans sa rhétorique un certain nombre de thèmes qui, dans le monde arabe, sont connus, sont acceptés et sont vus de manière positive, en tous les cas, dans une partie du monde arabe. Alors c'est là qu'on en arrive à l'Iran, parce que la tête de la pieuvre de tous ses ennemis, on le sait, financièrement, oui, c'est l'Iran. Or l'Iran, on pourrait penser que c'est typiquement Amalek, et ne serait-ce que par l'antériorité de la Megillah d'Esther, de l'histoire d'Assuérus et d'Aman, etc. Or non, si je ne me trompe pas, nous précise Manitou, sur la base de toutes sortes de références, dont celle du Maharal de Prague, si je ne me trompe pas, c'est que l'Iran, les Perses, y compris les Perses d'aujourd'hui, c'est Ishmaël proper, à l'origine. Oui. Alors expliquez-nous ça. Oui, c'est ce que dit effectivement le Maharal. Il y a deux endroits où il dit ça, où il s'interroge. Il y a le thème connu des 4 empires qui précèdent la renaissance de l'indépendance politique d'Israël. Eh bien, dans ces 4 empires-là, Ishmaël n'apparaît pas. Et le Maharal pose la question, mais Ishmaël en lui-même, c'est pas n'importe quoi. Le Maharal, on est au XVIe siècle. Il est à Prague. Il n'est pas à Istanbul ni autre part. Et le Maharal très tranquillement dit, oui, mais en réalité, Ishmaël n'apparaît pas en tant que tel parce qu'il a ses propres bénédictions, il a son propre rôle historique. Mais sachez que Ishmaël aujourd'hui, c'est l'Iran. Alors, d'où le Maharal le sait, personne ne le sait. Ah oui, parce qu'à son époque... Personne ne le sait. Non, quoiqu'à son époque, il y avait l'expansion du royaume byzantin, le menace, Vienne, etc., était très terme. Bon, mais quand même, le Maharal ne dit pas d'où il le tient. Je ne sais pas si il faisait de la géopolitique à l'époque, mais il le dit. Et effectivement, c'est devenu une tradition de considérer que l'Iran va prendre ce rôle dominant chez Ishmaël, et donc va chercher... à se rallier les factions. L'allié qui se trouve sur le terrain, l'allié qui se trouve sur le terrain, c'est Avimelech. Alors, qui c'est Avimelech? Eh bien, on peut dire c'est le Hamas, peu importe si c'est le djihad ou tout ça, c'est à peu près, de ce point de vue-là, la même chose. C'est tous ceux qui ne veulent pas d'une souveraineté, j'allais dire juive, hébraïque en réalité, sur la terre d'Israël. Mais c'est déjà, j'allais dire, cet aspect-là est déjà connoté dans la Megillah d'Esther et ses commentaires, puisqu'on y apprend que Haman, celui qui va devenir premier ministre d'Assuérus, et inspiré la volonté de massacre des Juifs pour éviter de revenir sur leur terre, puisque c'était à l'époque ce qui allait se passer. Eh bien, Haman est envoyé par ses 2 fils, qui sont des gouverneurs samaritains, pour noyauter le pouvoir iranien de l'époque, perse, et imposer donc ce massacre pour empêcher que les Juifs reviennent en masse en Eretz Israël. Ce qui est intéressant à l'époque de justement l'histoire de Purim, c'est qu'on oublie généralement qu'en parallèle de cette histoire-là, eh bien le retour a déjà eu lieu. A commencé. A déjà eu lieu. Non, le Beth Amikdash est déjà reconstruit. Ezra n'est pas encore arrivé, mais le Beth Amikdash a été déjà reconstruit. Bon, il n'y a pas des quantités d'Hébreux qui sont revenus. Au total, après que Ezra vienne, il y en aura 42 000, ce qui est une infime minorité. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que Haman veut empêcher la suite du retour.
Bon, alors ça pourrait nous faire penser, par exemple, à l'Allemagne nazie. Le mouvement sioniste a déjà commencé à faire revenir un certain nombre de juifs, une infime minorité, dans ce qu'on appelle le Yishuv à l'époque. Et donc, il y a cette volonté d'empêcher un retour massif. Alors c'est le rôle d'Amalek. Mais encore une fois, aujourd'hui, on ne se trouve pas en face du point de vue typologique, je parle, d'identité très claire. On se trouve dans des comment dire ça ? Des postures. Oui, mais on se trouve face à des gens qui sont un peu ceci, un peu cela et un peu tout à la fois. C'est pour ça que c'est compliqué à décrypter. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et c'est bien ce que disait Manitou. Au temps du retour, finalement, tous ces ennemis, tous ces gens qui sont en compétition réapparaissent, mais ils réapparaissent de telle manière que ils sont un peu tout à la fois. Mais... Alors, pourquoi ? Parce qu'il faut, et ça c'est un point très important qui fait la différence entre ce retour et le retour précédent, c'est que ce retour-là se fait de tous les coins de la terre. Le retour des Juifs de tous les coins de la terre. Alors que d'Égypte, on sort d'Égypte, d'Iran, de Perse à l'époque, on sort de Perse. Mais aujourd'hui, il y avait la dispersion dans le monde entier. Donc on revient de partout. Donc toutes les oppositions... C'est ça. Et ça explique, c'est très intéressant ce que vous dites, ça explique le fait qu'aujourd'hui, on a affaire à une alliance entre toutes ces composantes, qui chacune avec sa force dominante, mais qui s'associent entre elles contre Israël. Et avec un porte-parole, disait toujours Manitou, c'est le secrétaire général de l'ONU. Oui. Bon, alors celui qui est aujourd'hui à la tête de l'ONU, je ne sais pas si ça a été publié il y a quelques jours, j'ai vu cette photo de là où il est, quand il était jeune, assis à côté d'Arafat. Oui. Un ami, je n'allais pas dire intime, enfin un véritable suppôt de Arafat à l'époque, dans sa période grand résistant, soi-disant. On s'étonne de quoi ? On s'étonne de quoi ? Il cristallise finalement toutes les oppositions et puis il va nous accuser de tous les crimes, ça fait penser à quelque chose qui pourrait être un parallèle, puisqu'on entend sans arrêt Gutiérrez vilipender Israël, c'est que le général d'armée de Avimeller s'appelait Pikol. Oui. Et Pikol, en hébreu, il a la bouche sur tout. C'est-à-dire il est omniprésent mais il faut Manitou disait, il y a toujours un qui fait de la propagande à ce moment-là. Et c'est quoi de faire la propagande ? C'est dire du mal de. Maudire. C'est quoi ? Mal dire. Mal dire, ça veut dire, je sais très bien comment tu te comportes en réalité, mais je vais dire le contraire pour t'accuser. Absolument. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'en finit pas pour l'instant. En tout cas, je vous remercie. On aurait aimé qu'on continue avec vous. On est arrivé au terme du temps qui nous est imparti. Je vous remercie, Chaim, d'être venu avec plaisir. Au studio Kalita. Je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés et bonne fête de Pessah. Chag Sameach.